Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le dernier épisode qui va clôturer cette série de 3 petits épisodes sur les bijoutiers joailliers et les maisons de bijouterie qui me plaisent le plus. Donc là, en fait, je voulais finir avec eux et mettre ça vraiment les mettre à part parce que pour chacun à leur façon, je trouve, en tout cas, m'ont inspiré personnellement de par l'aspect soit proprement business, image de marque, soit par leur parcours. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu partager ça, mais à part parce que eux, ce sont vraiment des personnes qui m'ont beaucoup influencé et quelque part qui m'ont beaucoup aidé à persévérer et à essayer d'amener à ma manière de pouvoir récupérer ce qui m'inspirait d'eux pour pouvoir essayer de l'utiliser pour moi en tant que créatrice et en tant que du coup entrepreneuse. Donc voilà, on va attaquer sans plus tarder. Il y en a 4 comme tu peux les voir ici. Donc je vais commencer comme d'habitude par ordre alphabétique. Donc la première c'est Chan Lu, je pense qu'on dit plutôt Chan Lu d'ailleurs, qui est qui est d'origine vietnamienne et qui est arrivée en Amérique et qui a fait des études, je crois, d'art, il me semble, en Amérique. Et elle a établi sa marque en fait, elle a commencé à ouvrir son premier magasin. Je ne sais pas si c'était vraiment la marque Chan Lu, mais elle a ouvert son premier magasin en 1982 à Los Angeles. Et du coup, ce que j'aimais avec elle déjà, c'est qu'en fait, pour moi, c'est arriver. C'est pas pour rien que j'ai intitulé cet épisode Les alchimistes, du bijou, parce que pour moi, elle a réussi à trouver un concept qui était somme toute relativement simple. Là, on n'est pas dans de la bijouterie, dans de l'orfèvrerie, dans quoi que ce soit de cet ordre, mais elle a réussi à développer en fait au fur et à mesure, en étant en contact de la clientèle et notamment en étant vraiment consciente de son environnement et du type de personnes qu'elle voulait viser et du type de clients qu'elle avait en fait. Elle a réussi à monter un véritable empire avec notamment ces bracelets qui ont été énormément copiés, les bracelets donc wrap on appelle ça, qui sont donc quand même qui prennent du temps à faire. Pour en avoir fait personnellement pour moi, je sais que c'est assez fastidieux, mais ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a réussi à garder justement, elle a réussi à rester simple on dirait, et elle fait faire la majorité de ses bijoux encore au Vietnam, donc elle fait travailler l'économie locale là-bas tout en étant implantée à Los Angeles. Et elle a des affaires partout dans le monde, des livres. Je sais pas si tu as entendu, mais il y a un truc qui a carrément tremblé. Tremblement de terre en même temps que j'enregistre. Bref. Donc voilà, Chen Lu. Et puis en plus, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc moi je suis franco-vietnamienne. Et c'est vrai que ça peut paraître tout con qu'on entend des gens dire ouais, ça m'a inspiré de voir quelqu'un d'une certaine origine issu d'un certain milieu pouvoir y arriver, me prouver, me montrer au final qu'on pouvait y arriver. Bah, je pense que pas vraiment si inconsciemment que ça, mais d'une certain sens, je me disais bon, ok, c'est possible d'y arriver en partant de rien, et c'est possible d'y arriver à l'étranger, même si on n'est pas originaire du pays. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. J'aime la simplicité des designs. Elle a vraiment réussi à monter avoir sa patte, à trouver le modèle qui allait être quelque part, qui allait représenter la marque, et elle a réussi à décliner ça et à faire vraiment monter un business hyper fructueux. Donc c'est pour ça que je voulais la mentionner là-dedans. Et depuis en 2016, elle a passé la main de la création artistique à sa nièce. Donc maintenant, la big boss là qui est en charge de Chan Lu, de cette marque, c'est Tessa Tran, donc qui est sa nièce. Donc je mettrai bien évidemment les liens si tu souhaites aller voir ce qu'il propose dans la description. Mais voilà, Chan Lu, c'était quand même quelqu'un que je me devais de mettre parce qu'elle m'a inspirée, et que quand j'ai vraiment débuté et que je faisais même pas encore de joaillerie, bijouterie, et je ne travaillais même pas l'argent en fait, je me disais il suffit que je trouve un bon modèle avec lequel je puisse réussir à faire quelque chose pour pouvoir peut-être un jour avoir une entreprise fructueuse. Donc elle m'a vraiment beaucoup inspirée. Au tout début, c'est vraiment elle de laquelle je m'inspirais, et c'était un peu un business model, quelque chose que je voulais j'aurais voulu pouvoir mettre monter à bien à l'époque, donc il y a 4 ans et demi, 5 ans.
Donc voilà. Ensuite, la deuxième, c'est Jennifer Fisher. Alors elle aussi, elle m'a énormément inspirée. En fait parce que quand j'ai commencé, donc c'est pareil, ça remonte à 4 ans et demi, 5 ans, tout ça. Je commençais, j'avais très peu de notions de bijouterie. J'avais pas encore fait mon stage d'initiation, donc je ne travaillais même pas encore l'argent. Moi, j'étais plutôt dans l'assemblage et le prédécoupage et les faire des trous, mais c'était vraiment voilà faire des trous dans des plaques de métal, des choses vraiment ultra basiques. Et j'avais commencé à chercher en fait des designers pour trouver des sources d'inspiration et je suis tombée sur ces bijoux à l'époque et elle n'avait pas encore l'envergure qu'elle a aujourd'hui parce que maintenant Jennifer Fisher c'est vraiment une entreprise pareille qui marche du feu de Dieu. Elle a une boutique principale je crois à New York mais elle est basée à Los Angeles. Elle est à la base je crois même qu'elle est voilà elle est née à Santa Barbara et elle a monté donc sa marque en 2005 et en fait elle a un background, elle a été dans le stylisme en fait, elle travaillait pour les stars, elle était styliste donc en fait c'était enfin je sais pas comment on peut trop dire mais c'est en anglais on dit wardrobe stylist je pense que ça c'est en gros c'est un peu ce que les stars engagent, les personnes que les stars engagent pour pouvoir justement voilà pour pouvoir leur faire des tenues à mettre des voilà en gros pour les habiller quoi. Donc elle avait déjà entre guillemets un pied dans le business, en tout cas un moyen d'avoir des leviers pour pouvoir monter une marque et lancer son truc. Et elle a commencé vraiment, ça a commencé très très sobrement. Elle a commencé à faire en fait des espèces de petites, on en voit partout maintenant, mais à l'époque c'était pas aussi courant. Elle faisait des plaques avec le nom de ses enfants ou des dates de naissance, des choses comme ça. Et au début, elle les faisait pour elle. Elle avait énormément de retours des gens autour d'elle. Elle a commencé à en faire pour d'autres. Et c'est comme ça que petit à petit la marque s'est lancée du bouche à oreille en commençant vraiment en faisant des choses pour elle. Et là donc tu peux voir une espèce de petite panel. J'ai choisi là une photo qui représente très bien l'univers de Jennifer Fisher. C'est des bijoux pavés, donc micro pavés, avec des mélanges d'argent, d'or, or rose, or blanc. Donc moi j'aime beaucoup. Elle travaille aussi un petit peu avec les perles et c'est là où elle est très forte aussi parce qu'en fait tout son concept était autour principalement au départ des colliers où on pouvait ajouter en fait c'était des colliers qui étaient customisables. On pouvait ajouter tout ce qu'on voulait, on pouvait faire des gravures et en fait c'est comme ça qu'elle a réussi à vraiment monter quelque chose qui était elle a rendu le bijou customisable et plus grand public on va dire. Maintenant elle fait des choses beaucoup plus développées mais à l'époque c'était ça et j'avais trouvé l'idée mortelle, j'adorais ce qu'elle faisait et j'aimais cette idée de pouvoir donner une histoire au bijou mais petit à petit, c'est-à-dire que tu pouvais ajouter le nom de tes enfants, une date de naissance ou une date qui a été importante dans ta vie, certaines formes, des lettres. Il y a vraiment une idée, on pouvait rendre le bijou universel et en même temps très personnel parce que tu pouvais ajouter ce que tu voulais dessus et j'adorais cette idée-là en fait. Donc voilà, pour moi c'est une businesswoman de la mort qui tue. Elle a des boutiques partout, ses bijoux partent comme des petits pains, des énormes stars mondiales portent ses bijoux. Donc elle a aussi à mon avis un PR là, quelqu'un un représentant qui arrive à la faire à lui faire à faire des contrats et puis à pouvoir trouver les personnes influentes pour pouvoir porter les bijoux et faire la promo. Donc elle c'est bien ficelé, c'est très à l'américaine et je suis très admirative de son parcours et de tout ce qu'elle a réussi à accomplir jusqu'à maintenant. La troisième, c'est Pamela Love. Donc, j'en avais parlé dans l'épisode précédent et donc elle, je me devais évidemment de la mettre dans mes quatre, vraiment mes quatre qui m'ont beaucoup marqué. Alors vraiment, Pamela Love, c'est parce que c'est quelqu'un qui déjà a un petit côté, une personnalité qui a l'air d'être assez, elle est à la fois mystérieuse, un petit côté rock. Les bijoux ont un côté assez rock and roll et en même temps empreint d'alchimie, de tout ce qui est un petit peu ésotérique et moi j'adore et donc j'en parle souvent. Mais la bague que tu peux voir à droite en forme de pointe de flèche. C'est un de ces... Et le collier, j'ai pris les deux pièces qui sont les plus parlantes et qui ont vraiment fait sa renommée. Elle a gagné beaucoup de prix, je crois, des awards encore à l'américaine. Hein. Mais ce que j'aimais, c'était vraiment, elle arrive à trouver... Je trouve encore que maintenant, elle a un peu perdu en créativité. C'est un peu plus, on va dire, uniformisé. Mais les premières pièces, les basiques, sont vraiment devenues des choses incontournables. Et j'adore la façon, son
son approche. J'aime beaucoup aussi la façon dont elle mettait en avant ses bijoux, notamment comment elle arrivait à faire les photos pour tout ce qui est réseaux sociaux, promo. Et vraiment, les pièces sont des très belles pièces. Donc moi, j'adore tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle dégage, l'univers que dégage la marque. Les bijoux en eux-mêmes, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est quelqu'un qui m'a profondément inspirée. Notamment à l'époque, pareil, quand je commençais là un petit peu à travailler l'argent, à me dire on peut peut-être faire des choses un peu plus poussées que ce que j'imaginais au départ. Je m'étais inspirée d'elle pour mon premier site web. Je regardais tout ce qu'elle faisait parce que je trouvais que elle avait pareil, l'image de marque était top. Vraiment, elle avait une approche et une équipe avec laquelle elle doit bosser. Probablement, elle n'est pas toute seule là-dedans, mais il y avait vraiment une uniformité. C'était très cohérent. C'était vraiment très pareil. Il y avait quelque chose où on sentait que c'était bien ficelé, que c'était bien pensé et et ça marchait du feu de Dieu et ça marche du feu de Dieu. Et le dernier, c'est vraiment pour l'aspect Wallace Chan, c'est vraiment pour l'aspect justement déjà son parcours de vie m'a beaucoup inspiré et puis c'est surtout au niveau là on est purement sur le côté technique. Pour moi c'est le meilleur. Donc en toute simplicité voilà, pour moi c'est le meilleur bijoutier joaillier qui existe actuellement. Voilà, il y en a peut-être eu avant, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas encore et parce qu'ils ne sont pas très exposés médiatiquement ou dans le monde du bijou, mais pour moi c'est le meilleur. Donc je me devais de le mettre dans la liste évidemment. Donc lui il est hongkongais, enfin il est basé à Hong Kong depuis 1987 et il est né à Shira, je sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, il est arrivé à Hong Kong à 5 ans, c'est pour ça il est hongkongais de cœur on pourrait dire. Et lui en fait il a vraiment un parcours qui est très atypique parce que il a commencé en fait en partant de rien, il a dû arrêter l'école à 13 ans parce qu'il fallait subvenir aux besoins de la famille. Il s'est tourné vers la sculpture un peu par hasard, je crois, sur bois ou quelque chose comme ça. Et après, il a eu une possibilité de partir en apprenti en bijouterie. Et voilà. Et depuis, il a fait que perfectionner son art. Il a inventé parce qu'il a aussi une base de lapidaire. Donc, il a inventé la Wallace Cut, donc qui lui est propre. Là, j'ai vu dernièrement les dernières pièces qu'il a faites sont en porcelaine. Donc, en plus d'être un petit génie créatif, il est touche à tout. Il est vraiment pour moi, c'est le meilleur et j'ai rien d'autre à ajouter. C'est aussi le premier artiste joaillier contemporain qui a réussi à être entré dans une exhibition au Capitol Museum de Beijing. C'est aussi le premier asiatique qui a exposé à la Biennale, pour ceux qui connaissent, de Paris, où on expose les plus grands bijoutiers joailliers. Donc, en plus de ça, ça a été un pionnier dans pas mal de domaines où il a réussi à faire connaître le savoir-faire du coup asiatique. Encore une fois, on en revient à ce côté, voilà, ça me rassure aussi de me dire qu'il y avait potentiellement des Asiatiques qui pouvaient réussir là-dedans et même voir comme lui exceller. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément, qui a eu un parcours qui a pas dû être simple et qui arrive maintenant à faire des choses absolument incroyables et qui est pour moi techniquement, on peut pas mieux faire. Et pour la petite histoire, voilà, il fait des bijoux qui sont, bon là on parle en millions d'euros. Il y a un collier qui est parti il y a quelques années, sûrement probablement un riche millionnaire, enfin plutôt milliardaire hongkongais ou taïwanais. C'est un collier, je me souviens un peu du nom du collier, mais il est parti à 57 millions d'euros. Donc là voilà, on est sur des tarifs, voilà, le commun des mortels pour la plupart d'entre nous, ça serait difficile de pouvoir avoir une pièce de lui, mais en tout cas, c'est un niveau où ça devient presque des petites œuvres d'art qui méritent leur place d'être dans des musées, quoi. Donc là, j'ai pas pu mettre beaucoup, mais évidemment, tu peux aller regarder sur Internet. Il a produit énormément de choses. C'est toujours très différent, très varié. Donc pour moi, Wallace Chan, c'est vraiment pour moi le maître. Autant les autres, c'était l'aspect business et l'aspect esprit de marque qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé. Autant Wallace Chan, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui est un vrai qui a réussi à vraiment aller dépasser, briser tous les codes et aller au-delà. Et c'est pour ça que je suis très très admirative de son travail. Donc voilà, écoute, cet épisode sera probablement un peu plus court que les précédents. Je mettrai bien évidemment dans la description les autres pour ceux qui arrivent en cours de route et qui voudraient aller voir ça. Merci à ceux qui ont regardé, qui ont pu découvrir des choses. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.